le deuxième point qui va être un petit peu plus rapide, donc va se centrer un petit peu plus sur le cycle 3. Donc cette nécessité d'harmoniser davantage les pratiques devrait permettre d'éviter que certains élèves se retrouvent très rapidement en échec en sixième, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans la fin d'un cycle. Donc il y a des endroits, des instances qui ont été créées pour permettre cette harmonisation. Le fonctionnement pour l'instant est plutôt très inégal d'un endroit à l'autre. On a déjà par exemple le conseil de cycle 3, donc qui concerne les profs de 6e, les profs de CM1, CM2, les chefs d'établissement, les directeurs d'école. Donc l'objectif ici, c'est plus précis que les conseils école-collège, on est plutôt sur l'harmonisation des attendus et des contenus. Alors le point important que je veux soulever par rapport à ça, un point important, c'est ce qui concerne les programmations d'activités physiques en EPS. Par exemple, dans l'Académie d'Amiens, ils ont essayé de mettre en place un élément pour s'harmoniser, c'est de choisir une activité par champ d'apprentissage commune entre CM1, CM2 et 6e. Ce qui permet à la fois d'avoir une continuité et de laisser aussi à chacun la liberté de programmer d'autres activités en fonction du contexte de l'école, du public des élèves. Alors ça serait un compromis intéressant, mais qui recouvre aussi certaines limites. Alors le risque, c'est de limiter en fait les activités vécues par les élèves, et donc de limiter la richesse de l'enseignement, et voire même de placer certains élèves en échec. Alors, je vais vous donner un exemple dans le champ 4, où je m'aperçois en fait, en discutant avec les choix qui ont été effectués dans différents lieux, que le choix de l'activité concerne tout le temps un sport collectif. Alors là, pourquoi ? Pourquoi choisir un sport collectif, par exemple le handball, à mettre en place comme activité commune du CM1 au CM2 ? Et pourquoi pas un jeu traditionnel ? Alors, ça montre bien ici la méconnaissance qu'on peut avoir du premier degré, puisque, au regard de ce que je vous ai dit, du manque d'installation, de matériel, et surtout au regard des possibilités et des besoins des élèves à l'école à cet âge-là, eh bien, les jeux traditionnels sont quand même bien souvent programmés et correspondent très bien aussi aux besoins des élèves. Alors, on pourrait dire, rien n'empêche à l'école de programmer à la fois des jeux sportifs collectifs et puis des jeux traditionnels. Oui, mais déjà qu'il y a quand même, dans un champ d'apprentissage, il y a quand même il n'y a pas 3 séquences en jeux collectifs qui vont être programmées dans l'année. Donc là, il n'y a pas une variété d'activités qui est proposée. Donc ça risque, au contraire, donc, de restreindre vraiment le champ d'enseignement. Et puis les enseignants du primaire ressentent aussi une certaine pression, pour en avoir discuté avec eux, de la part de certains profs dans les collèges, parce que on s'aperçoit en fait que dans le premier degré, il manque beaucoup d'assurance par rapport aux professeurs de second degré qui sont beaucoup plus spécialisés qu'eux, et ils souffrent parfois d'un sentiment d'infériorité. Alors, en plus, les sports collectifs, quand ils sont enseignés dans les écoles, ils sont quand même radicalement transformés, tellement transformés parfois qu'on s'éloigne vraiment de la logique de l'activité au départ, alors qu'on a quand même de nombreux jeux traditionnels qui vont permettre justement cette adaptation aux capacités des enfants. Et ils n'en sont pas du tout, pas moins éducatifs, au contraire, ni culturellement représentatifs, car ils font quand même partie des jeux du patrimoine. Alors ces jeux aussi permettent aux élèves de vivre aussi d'autres types d'expériences marquantes, qui ne connaîtront plus ensuite parce qu'ils vont disparaître des programmes après le cycle 3, donc dans le second degré. Alors je pense par là à tous les jeux de poursuite qu'on peut connaître, aux jeux paradoxaux, aux jeux à somme non nulle, c'est-à-dire des jeux où il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. D'accord ? Donc ce sont des jeux qui sont très riches au plan communicationnel, et je pense qu'il ne faut vraiment pas les négliger au cycle 3. Alors pour rappel aussi, le cycle 3 est évidemment dans la continuité du cycle 2, et au cycle 2, il y a énormément de jeux traditionnels aussi qui sont programmés. Donc attention à ne pas voir ici une démarche qui serait descendante, et dans laquelle on essayerait de faire au CM1 et CM2 ce qu'on fait en 6e pour s'y préparer. Donc là j'insiste, c'est vraiment important. On n'est pas là pour se préparer à la 6e. Ce qu'on recherche en fait, c'est vraiment la réussite de tous les élèves, mais surtout de chaque élève. Or, quand on va programmer une activité en CM1 qui va les mettre en difficulté, eh bien, c'est une activité qu'il va falloir modifier, etc. Et certains élèves vont se retrouver directement en échec face à la complexité de la situation. Alors là, je rejoins les propos qu'on peut tenir au sein du groupe Plaisir, auquel j'appartiens de la EPS. Et on voit quand même, par exemple, avec l'enseignement des sports collectifs au cycle 3, en CM1, CM2, une forte démobilisation de certains élèves. Voilà. Et qui va engendrer une limitation des apprentissages dès le départ. Et puis,
les élèves se retrouvent en échec dans une situation, il faut bien se dire, parce que l'enseignant a proposé cette situation qui va les mettre en échec. Il ne faut pas non plus responsabiliser les élèves. Alors, peut-être essayer de faire l'inverse, de partir de ce que savent faire les élèves pour essayer, voilà, de voir où ils en sont, de voir dans quel domaine ils sont compétents, ce qu'ils réussissent, plutôt qu'essayer sans cesse de les préparer à la suite, au risque de les placer tout de suite en difficulté et d'avoir un espoir de réussite qui est un petit peu lointain. Donc l'harmonisation, en fait, qui doit être recherchée au niveau des programmations, elle est vraiment fondamentale. Et les questions qu'on doit se poser sur quelle activité on peut avoir en commun, par exemple, au niveau du cycle 3, ce n'est pas une question banale où on va se mettre d'accord comme ça. Ça a vraiment un enjeu capital selon moi, et ça doit vraiment partir des besoins des élèves. Alors un petit mot juste très rapide sur ce qu'on appelle les conseils école-collège. Alors ici, ce conseil en fait doit élaborer ce qu'on appelle un programme d'action qui doit être soumis ensuite au conseil d'administration du collège et au conseil d'école. Alors ici, il s'agit davantage de proposer des enseignements et puis des projets pédagogiques qui doivent favoriser l'acquisition par les élèves du socle commun. Alors il ne s'agit pas d'un clone du conseil de cycle 3. C'est-à-dire qu'ici, l'idée, alors après ça ne marche pas forcément, je vous exprime juste l'idée de ce conseil école-collège, c'est d'instaurer vraiment une continuité à tous les niveaux, c'est-à-dire de la maternelle, la petite section, jusqu'à la fin de la 3e. Et ça, on le retrouve quand même assez peu dans ces conseils. Et ici, c'est toujours, voilà, on est toujours sur la même idée, c'est de partir de l'intérêt des élèves, et surtout les élèves qui connaissent des difficultés au niveau scolaire. Voilà. Alors, là, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il ne faut pas que tout retombe sur les enseignants du cycle 3. Voilà, il ne faut pas qu'ils soient dans tous les conseils, etc. Parce que là, il y a une surcharge de travail monumentale qui amène quand même à une démobilisation aussi des enseignants. Alors, il y a quand même des difficultés actuelles par rapport à cette harmonisation qui doit être mise en place. C'est la surcharge, puisque en tant qu'enseignant, on ne voit pas toujours ces harmonisations comme une nécessité. Les réunions ne sont pas toujours très constructives. Et puis, il y a quand même une multiplication aussi des temps de concertation qu'il va falloir étudier. Le risque aussi pour le premier degré, c'est qu'ils ont déjà de nombreuses tâches à faire parmi leurs 108 heures, leur bloc de 108 heures par an, qui sont déjà bien remplis, et puis qui n'ont pas beaucoup de temps non plus au regard de leurs horaires de classe pour faire des réunions de concertation avec les enseignants. Alors là, je vais passer un petit peu pour accélérer un petit peu. Donc encore une fois, pour conclure un petit peu sur cette logique du cycle 3, donc essayer de ne pas trop avoir une logique descendante, et faire attention aussi au vocabulaire qui sont employés, aux échanges qui ont lieu entre les enseignants d'EPS et puis les professeurs des écoles. Alors, même si on peut ressentir parfois le besoin des professeurs des écoles d'avoir des conseils, des contenus de la part des professeurs du secondaire, ce qui est tout à fait louable, il ne s'agit pas non plus d'être prescriptif. Donc il y a vraiment un petit compromis là à trouver. Et il y a des échanges aussi qui sont mal vécus. Alors là, je vais vous parler d'échanges que j'ai eus avec des professeurs des écoles qui m'ont rapporté des propos après avoir rencontré des professeurs d'EPS de collège. Donc je cite, « Les profs d'EPS nous ont dit que nos élèves ne savaient pas attraper un ballon, alors qu'on fait des sports co, je ne comprends pas. » Autre exemple, ils nous proposent de travailler la manipulation de la balle au cycle 3. Qu'en pensez-vous ? Voilà, alors c'est des propos qui peuvent peut-être comme ça paraître anodins, mais qui en fait reflètent encore cette conception très prescriptive et descendante, c'est-à-dire que les enseignants, ils font ce qu'ils peuvent et ils ont l'impression qu'ils n'en font pas assez et ils se sentent un petit peu démunis par rapport à ça. Alors c'est pas comme ça partout, mais c'est quand même un discours que j'entends régulièrement quand il y a des échanges entre professeurs d'école et professeurs d'EPS. Alors c'est toujours sous de bonnes intentions, évidemment, mais il faut quand même faire attention à la façon dont vont se dérouler les choses. Alors j'en viens à mon dernier point. Donc là, je vais vous aborder surtout l'évaluation à l'école, donc l'évaluation positive qui émerge dans les textes officiels. Alors sa mise en place, elle est quand même assez complexe, parce que là aussi, elle bouscule les habitudes des enseignants, et surtout dans le second degré. Alors j'ai choisi cet exemple, puisque c'est quand même une thématique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, et puis pour laquelle aussi il y a quand même beaucoup de chemin encore à parcourir, pour rompre avec des pratiques qui sont inefficaces. Alors je dis inefficaces parce qu'elles ne correspondent pas à nos attentes, en fait, elles ne correspondent pas aux finalités, aux préoccupations actuelles. Et puis l'évaluation, c'est aussi un indicateur pertinent qui va révéler les avancées et puis les difficultés aussi en termes pédagogiques pour atteindre les finalités scolaires, et notamment la réussite de tous les élèves.
Alors, quelques constats rapides. Eh bien là, je parle d'un système traditionnel qui perdure parce que les évaluations, elles sont souvent conçues, et encore aujourd'hui, un peu comme des bilans à un moment donné, qui laissent encore très peu de place à l'erreur. Donc là, je parle surtout au niveau du second degré. Par exemple, on a des évaluations en cours de séquence d'apprentissage qui ne sont pas formatives, mais qui sont des micro-contrôles sommatifs. Alors, je m'appuie aussi sur les travaux de Stéphane Brou-Antony, et puis aussi sur les travaux que j'ai réalisés sur une grosse enquête menée sur l'évaluation en EPS. Donc dans le second degré, on a quand même cette conception assez traditionnelle qui perdure. Et parallèlement à ces pratiques, eh bien, on a beaucoup de recherches qui ont lieu dans le domaine de l'évaluation, très anciennes mais aussi très récentes, et qui vont toutes dans le même sens et qui montrent qu'on peut véritablement construire une évaluation qui soit à la fois ce qu'on appelle l'évaluation positive, au service des apprentissages des élèves, et puis au service aussi du bien-être des élèves. Alors, c'est pas le cas actuellement dans les établissements scolaires, sauf parfois là où il y a des expérimentations menées ou là où il y a des pratiques pédagogiques innovantes. En fait, pour résumer tout ça, on sait comment faire concrètement. Il y a énormément de recherches, et je vous dis, qui vont toutes dans le même sens et qui montrent comment on peut faire pour construire des évaluations positives. Mais là, l'obstacle principal, l'obstacle majeur, c'est des représentations collectives qui vont freiner ce changement, qui pour le coup, un changement qui serait bénéfique pour tout le monde. Là, encore une fois, on est ici dans un jeu à somme non nulle, c'est que tout le monde peut y gagner. Alors là où il y a à prendre des exemples, en fait, pour construire des évaluations beaucoup plus favorables aux apprentissages et au bien-être des élèves, c'est dans les petites classes, voire même à la maternelle. Alors, même si, évidemment, ce transfert n'est pas envisagé comme ça, on ne va pas prendre les pratiques de maternelle pour les mettre dans le second degré, mais il y a beaucoup de choses quand même, il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, les pratiques à la maternelle, donc là, ils sont aussi très, très concernés par l'évaluation positive, c'est énormément de concertation, de changements en ce moment. Il y a un gros chantier qui est engagé au cycle 1, et on s'aperçoit que doucement, en fait, quand on arrive au cycle 2, cycle 3, eh bien, les pratiques efficaces et positif tente à disparaître peu à peu. Alors l'argument qui est présenté le plus souvent, c'est eh bien, je veux préparer mes élèves à la classe de 6e par exemple, je veux les habituer à être évalués comme les plus grands, en gros, entre guillemets, un petit peu comme un examen. Donc on retrouve encore cette logique préparatoire, d'accord, sous prétexte que les élèves vont par exemple avoir des notes en 6e, eh bien, on va leur en mettre au cycle 3 pour les habituer. Mais à partir de quand on va s'habituer? Parce que là, si on revient à chaque fois en arrière, ça pose quand même problème. Alors rappelons aussi qu'en France, on est quand même les champions des inégalités, puisqu'on est on fait partie quand même des meilleurs qui faisons échouer les élèves qui ont justement besoin de l'école pour s'en sortir. Mais on se pose la question, est-ce qu'on est obligé toujours de préparer les élèves à la suite, de proposer le pire un petit peu avant pour les habituer à vivre ce qu'on pourrait appeler des expériences marquantes, mais cette fois-ci un peu dans le mauvais sens du terme. Donc l'exemple n'est pas toujours ce qui se fait dans les classes supérieures, mais essayons de regarder aussi ce qui se fait un petit peu plus tôt. Alors pour le coup, ça serait l'idée serait de permettre aux élèves d'être en réussite, d'assurer leur propre réussite, pas en étant comparés aux autres, ni à des normes qui sont bien souvent arbitraires, mais plutôt en prenant en compte leur propre réussite et leur propre progrès, d'accord ? C'est-à-dire ce qu'ils savent faire dès le début d'une séquence. Alors ceci n'est pas du tout un discours démagogique, comme on peut l'entendre aussi parfois. Il ne s'agit pas de nier les apprentissages et de ne rien faire ou de nier les difficultés, mais bien de mettre en avant, en premier lieu, les réussites des élèves. Alors, quelques pistes ont déjà été mises en place avec certaines classes et elles pourraient aussi être davantage développées pour ne pas mettre les élèves en échec dès le début d'une séquence. Surtout certains, les élèves qui sont toujours en difficulté, qui sont toujours les perdants, ces élèves-là, pour qui on pense parfois qu'ils ont les cartes en main, les autres réussissent, pourquoi pas lui, etc. Donc il faut faire attention avec ce type de discours. Et l'enjeu est bien là, s'intéresser aux élèves qui décrochent, et ça arrive parfois très très tôt, qui ne réussissent plus parce qu'ils sont rapidement et systématiquement en échec, et après c'est un petit peu le cycle infernal. Et je répète ce que j'ai dit à la Biennale 2015, et ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, un élève qui est en échec à l'école, c'est aussi parce que la situation que lui propose son enseignant le place à un moment donné en échec. Donc rappelons aussi que, comme j'ai entendu aussi à plusieurs reprises, quand on est confronté à des difficultés, à des échecs, parfois ça nous motive aussi pour réussir. Oui, mais là, on n'a pas affaire à des sportifs de haut niveau, on a affaire à des enfants, c'est quand même très très différent. Donc essayons de remettre les choses à leur place.
Alors, l'évaluation positive à la maternelle, donc elle se met en place doucement. Il y a vraiment un gros travail qui est mis en place sur ce qu'on appelle les carnets de suivi des apprentissages, qui se focalise sur les progrès et les réussites des enfants, avec beaucoup de différenciation. Donc je vais vous passer les détails par rapport à ça. Mais l'idée générale, voilà, c'est d'attester des réussites et des progrès, chacun selon son rythme, d'accord, et chacun selon ses capacités. Alors ça demande quand même beaucoup de travail pour l'enseignant. Donc on ne part pas des normes d'attendus, on ne compare pas les élèves entre eux, mais on a une approche qui est plutôt descriptive au départ, qui est rapportée au contexte, et puis au contexte et à la personne, et qui va être mise aussi en relation avec les programmes. Alors rapidement, pour terminer, quelques préconisations par rapport à cette évaluation, qu'on pourrait mettre en place aussi pour avoir une harmonisation entre le premier degré et le second degré. Donc ce ne sont pas des principes évidemment appliqués, mais plutôt des pistes, des aides qu'on pourrait suivre pour améliorer les choses. Donc déjà, la première chose, comme je vous l'ai dit, ça serait observer et décrire en premier les réussites des élèves. Et là, je vous invite par exemple à regarder dans les projets pédagogiques en EPS les grilles qu'on a d'évaluation et à regarder les formulations qui sont utilisées pour décrire par exemple les premiers niveaux, les niveaux 1. Souvent, c'est en termes négatifs. Il ne sait pas se démarquer, il ne sait pas faire ceci, il ne sait pas faire cela. Essayons déjà de formuler les choses avec des termes toujours positifs. À la maternelle, ils y arrivent à formuler les choses de manière positive. Donc en 6e, on devrait pouvoir arriver aussi à voir les choses. Donc essayons de voir ce que les élèves réussissent avant de dire ce qu'ils ne font pas. Alors deuxième point, c'est évidemment pas de discours démagogique non plus. Donc ça ne signifie pas non plus que tout le monde est génial, que tout le monde est super et va finir ministre. Mais ça signifie aussi que le statut de l'erreur doit absolument être revu par rapport à l'évaluation. Alors vous allez me dire que tout le monde est d'accord. Oui, tout le monde est d'accord là-dessus, que les erreurs ne sont pas des fautes. Mais dans les faits, voilà, dans les faits, on n'en est pas du tout au même endroit. C'est-à-dire que quand on analyse les pratiques, quand on observe qu'il y a énormément d'évaluations, de micro-notations qui interviennent à chaque moment, bien du coup que les évaluations, par exemple, sommatives ne sont pas différenciées alors qu'on différencie les apprentissages, bien, on peut se poser concrètement la question des erreurs des élèves. Autre point, avant-dernier point, les situations, elles doivent permettre aussi, les situations qu'on propose aux élèves, l'émergence d'une adaptation. C'est-à-dire qu'elles doivent être ouvertes. Plus on ferme les situations, moins les élèves ont le choix des réponses possibles, plus ça va être compliqué pour que les élèves soient en réussite dans une situation. D'accord ? Donc essayons de programmer des situations qui soient complexes et qui laissent aux élèves des choix en termes de procédures, de stratégies mises en place. Donc ces situations doivent permettre vraiment une différenciation à un moment donné des procédures. Alors, dernier point, attention aussi à la quantification, qui est beaucoup utilisée en EPS, à la mise en place de points, de scores parlants, etc., de systèmes qui font un peu que tout se calcule tout seul, que la note va apparaître, etc., comme par magie. Alors, ça peut être très intéressant, les scores parlants, etc., je n'ai pas dit l'inverse, mais ça renforce un petit peu le côté immuable et indiscutable de l'évaluation, c'est-à-dire le chiffre, en fait, le chiffre est là et on ne peut pas trop le contester à un moment donné. Et la quantification, elle peut en fait inciter à un moment donné un élève à agir de telle ou telle façon pour progresser, mais véritablement, ça ne peut être qu'un moyen à un moment donné pour ensuite engager un débat beaucoup plus qualitatif avec les élèves et discuter des stratégies mises en place pour arriver à ce résultat. Voilà. La quantification ne doit absolument pas être une fin en soi. Alors pour conclure, eh bien, cette harmonisation, pour le moment, elle est plutôt vue un peu comme une contrainte pour les enseignants. Pour ce qui concerne le département de la Somme à Amiens, c'est assez compliqué. Voilà, les choses ne vont pas de soi, c'est vraiment compliqué et il n'y a pas vraiment pour l'instant de résultats convaincants. Mais bon, on en est qu'aux prémices et espérons que la suite apportera des résultats un petit peu plus intéressants. Mais il est tout à fait possible d'arriver à des pratiques bien plus harmonisées, de construire cette continuité en ciblant, d'accord, pas en cherchant à tout faire à la fois, mais en y allant petit à petit et en allant vers des choses très concrètes, pas forcément des discours généraux qui, on le voit bien, n'aboutissent que rarement à des éléments concrets pour les élèves. Voilà, je vous remercie.